Ah, le mariage, le jeté de riz, la robe blanche, chargé en fond, chargé, très important chargé. Cette institution qui traverse les siècles et qui reste profondément ancrée dans nos sociétés, tellement que le mariage est même reconnu comme un droit fondamental, inscrit à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je cite, « Tout homme et toute femme en âge de se marier ont le droit de fonder une famille selon les lois nationales. Et chaque année en Belgique, environ 40 000 personnes se disent oui pour la vie. Pour la vie. » Et même si ce chiffre est impressionnant, il pose une vraie question. Comment une institution aussi vieille, et parfois considérée comme obsolète, continue à séduire autant de monde? Pour comprendre, on va remonter loin jusqu'aux origines du mariage. Chapitre 1. Origine du mariage. Les racines du mariage remontent probablement à la préhistoire. Les premières unions avaient rien de romantique, qu'on se le dise. Ça ressemblait davantage à des partenariats temporaires ou saisonniers, et l'objectif principal, c'était de mettre en commun les ressources, assurer la survie et renforcer la cohésion du groupe. Et petit à petit, ces alliances ont pris une dimension stratégique, directement liée au pouvoir et à l'organisation sociale. En Mésopotamie et en Égypte, dès 2350 avant Jésus-Christ, on trouve les premières traces écrites du mariage, présentées sous forme de contrats passés entre les familles. L'idée était plutôt simple, garantir des alliances politiques et économiques, et légitimer les enfants qui allaient naître de cette union. Dans la société romaine, le mariage allait encore plus loin parce qu'il devenait un devoir civique. C'était réservé aux citoyens libres, donc interdit aux esclaves et aux étrangers, et son rôle central était d'assurer la transmission des biens et de la lignée familiale. Bien souvent, des mariages arrangés, qu'on se le dise. Les personnes se mariaient très tôt. L'âge légal, c'était 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, qui découvraient parfois leur futur conjoint le jour même de la cérémonie. Alors je sais pas ce que tu faisais à 12 ans ou à 14 ans, mais moi perso, j'aurais dû me marier à cet âge-là. Oh merde, je tourne. C'est juste... Ok. Et le terme latin matrimonium, à l'origine du mot mariage, il veut littéralement dire rendre mère. La preuve du coup que la maternité, la procréation, était au cœur de l'institution. Pour la mariée, le mariage était marqué par une double rupture entre guillemets. Quitter la maison de son père pour celle de son mari, et vivre la perte de sa virginité, le tout entouré de rituels qui visaient à apaiser les divinités. Et petit fait intéressant sur cette époque, la femme restait propriétaire de sa dot, ce qui lui donnait en théorie, une certaine autonomie. Et la dot, c'est l'ensemble des biens que la famille de la mariée apportait au mari pendant le mariage, et c'était censé assurer la sécurité matérielle de la femme et renforcer l'alliance entre les deux familles. Ça pouvait être de l'argent, des terres ou encore des objets. Et donc à cette époque, les femmes pouvaient plus facilement qu'on l'imagine demander le divorce. Oui, le divorce existait déjà à l'Antiquité. Et les femmes avaient le droit de le demander. C'est avec la montée du christianisme que le mariage change de nature. C'est plus uniquement un contrat social, ça devient aussi une union sacrée, indestructible, placée sous la protection de Dieu. Au début, le consentement mutuel des deux époux suffisait pour se marier devant Dieu, sans l'intervention d'un prêtre, ni le besoin d'une cérémonie religieuse. Mais ça a continué à évoluer. Chapitre 2. L'évolution jusqu'à aujourd'hui. Au Moyen-Âge, le mariage reste d'abord une affaire d'alliance politique et économique. L'amour, c'était clairement secondaire. Et pourtant, c'est à cette époque qu'apparaît l'amour courtois. Une idée assez différente de ce qu'on entend aujourd'hui par mariage romantique. L'amour courtois, il a été popularisé par les troubadours et les poètes. C'était un idéal d'un amour passionné, souvent adultère, entre un chevalier et une dame mariée. Autrement dit, le mariage, il assurait la lignée, et l'amour, lui, se vivait ailleurs. Pourquoi aimer sa femme ou son mari quand on peut aimer un chevalier ou une femme déjà mariée ? Finalement. C'est aussi au Moyen-Âge que l'Église resserre son emprise. En 1215, le Concile de Latran, c'est une grande assemblée religieuse qui a fixé beaucoup de règles pour l'Église catholique, impose la publication des bans. Concrètement, ça voulait dire qu'avant un mariage, on devait annoncer publiquement à l'Église que deux personnes allaient s'unir. Et l'idée, c'était d'empêcher les mariages clandestins et de donner l'occasion à n'importe qui de signaler un problème. Par exemple, si l'un des deux était déjà marié, ou si c'était un mariage arrangé, jugé inapproprié. Comme par exemple, la consanguine, pas bien. Voilà. En 1563, le concile de Trente, avec l'accent, autre grand rassemblement de l'église catholique, renforce encore les choses. Le mariage doit obligatoirement être célébré devant un prêtre et deux témoins, et la cohabitation hors mariage devient interdite. En gros, l'église impose son contrôle complet et impossible pour les personnes chrétiennes de divorcer. Ce système, il tient jusqu'à la Révolution française. Et en 1792, il y a un tournant majeur qui arrive. On crée le mariage civil. Pour la première fois, c'est l'État et plus l'Église qui reconnaît officiellement une union. Le mariage religieux reste possible, mais il devient secondaire. Il peut se faire qu'après le mariage civil et il n'a plus de valeur légale. Cette distinction entre le mariage religieux et le mariage civil, qui nous paraît aujourd'hui évidente, à l'époque, c'était considéré comme une révolution culturelle. Et concernant le divorce, il est instauré en même temps que le mariage civil, puis supprimé rapidement avec le retour de la monarchie. C'est la loi Naquet, votée en 1884 en France et portée par le député Alfred
Naquet du coup, qui a rétabli le divorce après plus de 60 ans d'interdiction. Cette loi, elle permettait de dissoudre légalement un mariage, notamment pour des motifs comme l'adultère, la condamnation à une peine qui entraînait une perte d'honneur et de droits civiques, ou encore de violences graves. Et en Belgique, il faut attendre le 19e siècle pour voir le divorce revenir. À partir de là, on peut dire que le mariage s'installe durablement dans un double registre. D'un côté, une institution sociale encadrée par l'État, et de l'autre, une union privée et personnelle. Et c'est dans ce cadre que vont se jouer pendant très longtemps de grandes inégalités entre hommes et femmes. Et en parlant d'inégalité, j'ai l'exemple assez concret de Clémenceau et Marie Plumeur qui l'illustre assez bien. En gros, lui, il la trompait tout le temps, elle l'a trompé qu'une seule fois, il l'a foutu en prison. Parce qu'à l'époque, l'adultère était passible d'emprisonnement, mais souvent plus pour les femmes que pour les hommes. Tu te doutes bien. Et non seulement il l'a foutu en prison, il l'a empêché de revoir ses enfants, et il l'a renvoyé à Boston, jusqu'à sa mort. Super ambiance. Bravo Clémenceau. Tu mérites pas d'être un arrêt de métro. Vilain, va. En Belgique aussi, la femme mariée a longtemps été placée sous la puissance maritale. Elle devait obéir à son mari, pouvait pas travailler, ni gérer ses biens sans son accord, ou encore, elle se voyait imposer son lieu de résidence. Et c'est fou de se dire que c'est pas si loin du tout en fait. En 1958, cette puissance maritale a été abolie, et puis seulement en 1976, il y a une grande réforme des régimes matrimoniaux qui établit enfin l'égalité complète entre les époux. Hé, 1976 hein. Hé, réveille-toi Fuin, 1976 hein. Chapitre 3. Comment le mariage est-il devenu quelque chose qui fait rêver? Alors si aujourd'hui le mariage il évoque des images de contes de fées, c'est grâce à une construction culturelle plutôt récente. Un des symboles les plus connus par exemple, c'est la robe blanche qui s'est imposée qu'au 19e siècle. C'est la reine Victoria du Royaume-Uni qui l'a popularisée en 1840 en choisissant de se marier en blanc avec le prince Albert. À l'époque, c'était une révolution, parce que jusque-là, les mariés portaient surtout des robes colorées, souvent rouges d'ailleurs, symbole de fertilité et de bonheur. Les autres rituels emblématiques, ils se mettent en place dans la même période. L'alliance à l'annulaire gauche, qui s'appuie sur une vieille croyance selon laquelle une veine relierait ce doigt au cœur, le lancer de bouquet, censé porter chance à la prochaine mariée, et le jeter de riz, symbole de prospérité et fécondité, deviennent aussi des incontournables. Au XXe siècle, le mariage prend une dimension encore plus rêve, entre guillemets, et romantique. Pendant l'occupation, il sert de bulle d'évasion. Se marier, c'est espérer un moment normal, entre guillemets, malgré les privations. Dans les années 1950 et 1960, il y a l'essor de la consommation et de la société de l'image. Et ça transforme le mariage en spectacle. Les photos de couples posées devant des grandes pièces montées, les mises en scène romantiques et les banquets deviennent carrément des standards. Et avec le temps, la pop culture prend le relais. Disney, par exemple, multiplie les histoires qui se terminent par un mariage princier, de Cendrillon à La Belle et la Bête, créant l'image du happy end romantique. Et plus récemment, les télé-réalités comme Marié au premier regard ou encore 4 mariages pour une lune de miel transforment le mariage en un objet de spectacle et de compétition. Dans ces formats, on suit pas seulement une cérémonie, mais une mise en scène du rêve où le mariage devient un produit de divertissement. Et donc c'est aussi à cette époque moderne qu'on place le mariage sous le signe du bonheur personnel. L'amour romantique devient la condition sine qua non. On se marie par choix, par affinité, par désir de construire une vie ensemble. Et aujourd'hui, les couples se marient plus tard, souvent après avoir vécu ensemble. En Belgique par exemple, l'âge moyen du premier mariage est de 35,4 ans pour les hommes et 33,2 ans pour les femmes. T'as encore le temps, te presse pas trop. Ce n'est plus une nécessité, mais un choix de vie. Certaines personnes y voient des avantages comme une sécurité émotionnelle, un cadre juridique protecteur, ou une reconnaissance sociale, ou même encore des avantages financiers. Et en parlant de financier, avec le temps, le mariage, c'est devenu un business. L'argent, oui. Oui. Oui, je fais du business. Oui. Je deviens dingue. Je deviens fou. 4e chapitre, le business du mariage. Alors aujourd'hui, le mariage, c'est pas seulement un business, c'est aussi une industrie. En Belgique, un mariage de 100 invités coûte en moyenne entre 15 000 et 25 000 euros. Vous êtes dingue ou quoi? Et si tu veux un mariage prestigieux, ça peut facilement dépasser les 30 000 euros. Et après la pandémie de la Covid-19, et ceux qui disent là, bah allez au après ça, les budgets ont explosé avec la reprise des célébrations. On va faire une petite simulation pour voir ce que ça coûte. Alors, dans les dépenses principales, t'as le lieu de réception, entre 1500 et 5000 euros. Le traiteur, 60 à 150 euros par invité, plus 10 à 20 euros pour un vin d'honneur. La robe, 400 à 3000 euros quand t'es soft. Le costume, 300 à 1500 euros quand t'es soft. La photo et la vidéo, entre 800 et 2500 euros. L'animation, 600 à 1000 euros pour un DJ, 3 à 4000 euros pour un groupe live. La décoration et les fleurs, 1000 à 5000 euros. La papeterie et les cadeaux, 300 à 1000 euros. Et à tout ça, t'ajoutes les alliances, 500 à 5000 euros, voire plus si t'as les moyens. Le maquillage, la coiffure, 100 à 300 euros. Le transport, la nuit de noces, le voyage de lune de miel. Ah,
Ah! Et c'est pas fini, parce que le mariage civil, il est gratuit en semaine, mais ça peut coûter entre 50 et 300 € le samedi. Une cérémonie religieuse, ça demande une participation de 100 à 300 €, pendant qu'une cérémonie laïque coûte entre 400 et 800 € pour un officiant. Je vais arrêter de faire ce que je fais et je vais devenir officiant. En fait, c'est ça, le vrai business. Il faut aussi prévoir une marge de 10 à 20% pour les imprévus. Et sinon, parmi tout ça, il y a le métier de wedding planner, d'organisateur de mariage, qui est devenu quasiment incontournable. Numéro 5, chapitre. Chiffre, Belgique. Du coup, comme je te l'ai dit, en Belgique, environ 40 000 mariages sont célébrés chaque année. Mais le nombre de divorces reste élevé. Depuis 2017, on compte environ 20 000 divorces par an. 19 347 en 2022, 20 034 en 2023, soit une hausse de 3,6%. En 2023, la progression a été plus forte en Flandre et à Bruxelles, alors que la Wallonie est restée plutôt stable. Et le taux de divorcialité est l'un des plus élevés en Europe. 54 divorces pour 100 mariages. Donc en moyenne, en Belgique, un mariage dure 14,7 ans. Et il y a des différences régionales. Ouais, c'est 15,7 ans en Wallonie, 14,2 ans à Bruxelles et 14,4 ans en Flandre. Donc, faut vivre en Wallonie si tu veux te marier plus longtemps. C'est ce que je comprends des chiffres. Et oh, moi, je ne fais que lire. Hein. Oh, j'ai rien à voir, moi. Et les causes principales sont l'infidélité, le manque de communication, les divergences de valeurs, les violences conjugales et l'éloignement. Et la procédure de divorce par consentement mutuel reste la plus utilisée parce qu'il est jugé plus simple et moins douloureuse. Conclusion ou trop. Alors face à tout ça, il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'on explique que des milliers de couples continuent de se marier chaque année alors que ça coûte une fortune, que ça se termine une fois sur deux en divorce? Et voilà. Réponds. Mais me regarde pas comme ça, réponds. Bah alors peut-être, parce que malgré tout, le mariage garde quand même un pouvoir symbolique qui est unique. Celui de marquer un engagement profond et de quand même faire rêver. Alors donne-moi ton point de vue dans les commentaires, est-ce que tu comptes te marier? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je suis curieux, j'ai envie de savoir. Sinon on se dit à la prochaine. Ciao.